Et vas-y que ça papote. Mais c'est comme ça qu'on s'interroge. Et qu'on discute de sujets profonds. Comment vas-tu ? Bah bien, et toi? Bah écoute, bien. Je me suis fait hypnotiser grâce à toi. Ça y est, t'as fait la séance? Alors j'ai fait la séance d'hypnose, mais Ouais. j'ai pas encore fait le débrief avec Sophie. Ok. Lundi prochain. Ah, nickel. T'as vu, elle est cool, hein. Ouais, franchement, elle est top. J'ai hâte d'échanger avec elle. Tu m'étonnes. J'ai vu que tu avais été pas mal active ces derniers temps. Je pense qu'il y a plein de sujets qui se sont présentés à toi, j'ai l'impression, non ? Ou c'est Non, j'ai toujours été très active. Il y a Bah pas alors, non, non, non. l'algorithme de LinkedIn t'a rendu plus visible sur mon feed que d'habitude, Ah, quoi. très très certainement, parce que moi, ça fait plus de 2 ans que je suis là-dessus et j'ai, peut-être un peu moins, mais non, j'ai toujours été, très active. Je poste tous les jours, du lundi au vendredi, et des fois, quand j'ai pas envie de poster, bah, je ne poste pas et puis voilà, c'est tout. Enfin, comme d'habitude, quoi. T'arrives à poster tous les jours ou... Ouais. Oui, oui. Putain, ça c'est bien, Sauf, ça. sauf quand, j'ai rien à dire ou que j'ai pas envie de prendre la parole ou que je suis en off ou que je fais autre chose, voilà quoi. C'est pas je suis esclave de personne moi et sûrement pas d'un algorithme. Ouais. Ça, on n'arrête pas de nous rabâcher l'algorithme LinkedIn. Si vous voulez être vu, il faut faire un post par jour ou tous les mardis ou tous les jeudis. Ouais. Et moi, des fois, je suis là, je me dis, mais j'ai rien à dire, les gars. Ou... Non, poster pour poster, de toute façon, ça sert strictement à rien, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit autre part, faut pas se forcer et quand on ne base pas son business uniquement sur les réseaux, bah, on est vachement plus détaché, que certaines personnes qui pensent que c'est l'eldorado, quoi, donc voilà. Eh ben, justement, on va en parler. Mais avant ça, je te propose de te présenter, de me parler de toi et ton parcours. OK, bah, si vous avez 3 heures, Allez, c'est parti. c'est parti. S'il faut, on fera 5 heures. Exactement. Alors, je naquis non, je plaisante. Donc moi, à la base, je suis française. Maintenant, ça fait 5 ans que je vis en Belgique parce que mon mari est belge. J'ai commencé ma carrière professionnelle en faisant plein de trucs. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. J'ai été, vendeuse en librairie, j'ai travaillé dans les usines, enfin j'ai fait énormément de choses. J'ai un master de lettres modernes parce que pendant des années, j'ai été, professeure de littérature et professeure de français et de culture générale et de cinéma. Donc en fait, j'avais des élèves qui allaient du collège, donc de 12 à 25 ans, plus. Et puis, dans mes fonctions de prof, j'ai pas été amenée que à faire cours. J'ai été amenée à coacher aussi pas mal d'équipes pédagogiques, de faire partie des jurys d'examen, etc. Et en fait, en voyant l'envers du décor d'un peu plus près, d'un commun accord avec moi-même et pas trop l'éducation nationale, je suis partie. Parce que je voyais trop de trucs qui me déplaisaient et que, bah, à mon stade, je ne pouvais rien faire parce qu'on se heurtait vraiment, enfin quand je dis on était plusieurs professeurs, à se heurter vraiment à des murs. Et donc au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Mais parallèlement à ça, mon travail de prof, j'avais déjà monté ma structure de coach. Alors au départ, j'ai commencé en tant que coach de vie, donc j'ai fait une formation sur Paris, etc. Et je me suis très vite rendu compte que les particuliers, c'était pas vraiment ce qui me faisait kiffer en fait. Et puis moi à l'époque, il n'y avait pas toute cette digitalisation. Donc du coup, bah, pour pouvoir se faire connaître et trouver des clients, c'était beaucoup du networking, c'était beaucoup des salons, aller se présenter, etc., etc., prendre des petits déjeuners, des apéros, enfin dès qu'il y avait un truc, j'étais là quoi. Et j'avais pas mal d'entrepreneurs qui venaient me voir pour que je les aide en fait à équilibrer leur vie perso et leur vie pro parce que c'était un petit peu compliqué pour eux. Et quand on est entrepreneur, bah, trouver le juste équilibre, c'est un peu compliqué. Et je me suis dit, ah là là, il y a un truc à faire pour les entrepreneurs, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, je me suis formée, j'ai refait une formation et une certification en coaching business. Parce que, mis à part mon entreprise à moi, je ne connaissais pas toutes les ficelles, entre guillemets, et on n'a jamais fini de les connaître, mais toutes les ficelles du métier. Donc, je me suis formée au marketing, à la communication, etc. Et j'ai réorienté, en fait, ma cible vers les entrepreneurs, où vraiment je les aide à créer, entre guillemets, parce que des fois l'entreprise est déjà créée, mais en fait je les aide
vivre de leur business le plus sereinement possible. Donc vraiment trouver comment bien communiquer, quels sont les canaux de communication à utiliser, les canaux d'acquisition aussi. Et puis, bah, forcément, on travaille le mindset qui va avec ça, le mindset de l'entrepreneur, parce que bah, faut quand même en avoir pour pouvoir vivre cette belle aventure sans trop de problèmes. Parallèlement à ça, bah, comme j'ai quitté l'éducation nationale, je suis devenue commerciale dans le bâtiment, ce qui n'a strictement rien à voir, hein. Mais je vendais tout ce qu'il était possible de vendre dans une maison et dans les travaux à faire dans une maison, toiture, ravalement de façade, moquette, salle de bain, carrelage, tout ça, tout ça. Donc finalement, j'ai appris la prospection à la dure, parce que moi, je faisais du porte-à-porte. Parce qu'à D'accord. l'époque ouais, ah ouais, non, moi, j'ai tapé dans le dur direct, hein. Et à l'époque, donc j'étais avec, en B2C, donc avec les particuliers, et dans l'entreprise où je travaillais, il fallait faire ses preuves, c'est-à-dire que tu commençais en porte-à-porte. Ensuite, à partir de tant de chiffre d'affaires par mois que tu arrivais à faire, tu pouvais passer en prospection téléphonique, et une fois que, bah, tu avais fait un peu le tour, avec les particuliers, bah, là, tu pouvais passer avec les entreprises et rebelote, reporte-à-porte avec les entreprises, puis après, avec rendez-vous téléphonique et cetera et cetera. Donc oui, les ficelles de la prospection, ça me connaît. Et c'est ce que je mets aussi en œuvre avec les entrepreneurs aujourd'hui. Parce que bah, quand on parle de communication, c'est vraiment, moi, je les aide sur l'omnicanal. Donc vraiment être présent, que ce soit sur la digitalisation s'il le faut, mais aussi en présentiel, parce que bah, l'entrepreneuriat n'est pas né avec les réseaux sociaux et Internet. Il y a encore possibilité de faire vivre son business en n'étant pas ultra présent là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai déménagé en Belgique. Donc je suis Pour suivre arrivée, ton conjoint? ouais, mon conjoint qui était déjà lui, en Belgique, et donc j'ai déménagé. J'ai tout repris à zéro parce qu'il a fallu, bah, remonter la société, enfin l'entreprise, ici. Il a fallu trouver du travail aussi ici. J'ai eu de «la chance» entre guillemets, non, parce que j'ai été le chercher quand même cet emploi. J'ai été, RH dans une entreprise commerciale qui justement recrutait des commerciaux en porte-à-porte, en B2C, en B2B. Pourquoi je suis devenue RH? Tout simplement parce que dans mon parcours de coach, j'ai été amenée à animer pas mal d'ateliers chez Pôle emploi, etc. Pour justement aider les gens dans tout ce qui est process de recrutement, donc savoir faire un CV, savoir se présenter en lettre de motivation, etc. Et mon patron de l'époque m'a fait vraiment confiance uniquement sur mon savoir-faire, qu'il a très vite repéré. C'était un sage homme. Il a très vite repéré la perle qui était là. Et finalement, bah, j'ai travaillé avec eux, enfin avec son entreprise. Et puis bah, le Covid est passé par là. On a dû se séparer entre guillemets de moi à cette époque. Et du coup, bah, moi, j'ai continué toujours le coaching, la formation, parce que je travaille beaucoup en centre de formation aussi pour les entrepreneurs. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. On voit de plus en plus, d'auto-entrepreneurs. Alors je sais pas si toi tu fais la distinction entre freelance et auto-entrepreneur? Tu fais la Alors, distinction oui, ou pour pas? moi, il y a une distinction. Les freelances, très souvent, alors pas dans la majorité pardon, des cas, mais très souvent, ce sont des prestataires de services. Alors, quand on parle de prestataires de services, ça va plus être des exécutants. Par exemple, tu peux avoir un graphique freelance, tu peux avoir une assistante virtuelle freelance, etc., etc. C'est vraiment sur des missions entre guillemets ponctuelles. Une micro-entreprise ou un micro-entrepreneur, puis pour moi, il n'y a pas de micro en fait. Tu es entrepreneur, tu n'es pas micro-entrepreneur. Tu es entrepreneur, c'est quand vraiment, là, tu peux faire de la prestation de service ou de la prestation de biens, mais à un step différent. Tu es plus décisionnaire qu'exécutant en fait. Donc moi, je fais la différence vraiment là-dessus. OK, et donc on voit de plus en plus, de personnes, qui se mettent à leur compte et qui Oui, sont, auto-entrepreneurs. oui. Est-ce que, entre la manière dont tu devais coacher avant et la manière dont tu dois coacher aujourd'hui ou depuis le covid, tu as vu une grosse différence dans les types de profils? Parce que j'ai Oh là là, l'impression que ça a émergé genre d'un coup. oui, oh là là, oui. J'ai vu la grosse différence. Je dis toujours en rigolant que j'ai eu la chance, de connaître l'entrepreneuriat avant le covid et avant surtout l'essor des réseaux sociaux, qui sont un superbe outil. Ça, on va pas, cracher dessus, hein. Mais c'est aussi, là où, on vend le plus de rêves et le plus de, bullshit, en fait. On fait croire aux personnes qui sont un peu perdues dans leur vie,
pro, qui se sentent pas bien là où ils sont, qui vont pouvoir, toucher ce nouvel eldorado, qui vont pouvoir entreprendre et réussir, avoir une liberté financière, une liberté de mouvement, de tout ce que tu veux et cetera et cetera. Sauf que, De bah, en gagner fait, 3 millions au bout de 3 mois, exactement, au bout de 3 clics, hop là, allez, c'est parti. Et en fait, c'est tout ce discours-là qui est vraiment venu parasiter l'esprit des gens parce que, bah, non, en fait, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et c'est pas grave. Parce que, bah, on n'est pas tous câblés de la même façon, on n'a pas tous, le même vécu, la même façon d'apprendre les choses et les mêmes, réactions aussi, face aux difficultés et c'est pas grave, c'est ça qui fait aussi la diversité et Dieu merci, heureusement qu'il y a pas que des entrepreneurs sur terre, sinon, bah, ça serait un peu compliqué. Mais oui, la façon de coacher est beaucoup plus, pas difficile, mais aujourd'hui, mes confrères, mes consoeurs et moi-même, on est vraiment face à un problème où les gens pensent qu'en claquant des doigts, tout va se faire et tu as plus cette notion d'effort et de travail et de vision à long terme. C'est-à-dire que la patience, c'est devenu un gros mot et ce qui est devenu encore plus un gros mot, limite, comme, Voldemort, tu pas le droit de le prononcer, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à vivre de leur activité ou n'arrivent pas tout court dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils n'assument pas leur choix en fait. C'est toujours la faute des autres. Ah bah j'ai pas assez de clients, ah bah oui mais c'est la crise. Ah j'arrive pas à faire ça, ah bah oui mais on m'a pas appris. Ah je ne savais pas qu'il fallait déclarer sa TVA. Ah bah je ne savais pas qu'il fallait payer l'URSSAF. Ah bah oui mais on me l'a pas dit. Bah en fait renseigne-toi. Il n'y a pas ce côté où il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui vont vraiment se renseigner. Pourtant, il y a pléthore d'organismes qui sont là pour aider justement à structurer le projet, à les mettre sur des bons rails. Mais non, ils sont aveuglés par ce syndrome de l'objet brillant que quand on devient entrepreneur, tu as juste besoin d'être immatriculé, un logo, des flyers, ouvrir un compte Instagram ou LinkedIn et c'est parti, les clients vont tomber du ciel alors que toi, tu vas être sur ton canapé. Et en fait, ça, c'est hyper compliqué parce que les gens ont de moins en moins de bon sens. Et je le vois moi, mes collègues m'en parlent aussi. Et personnellement, ça me fait flipper en fait. mais du coup, est-ce que les personnes que tu accompagnes n'attendent pas de toi que tu leur trouves, les solutions? Par exemple, moi, si je deviens, auto-entrepreneur demain, je sais Ouais. que, par exemple, tout ce qui est commercial, prospection, tu c'est pas du tout mon truc, tu vois? Est-ce Ouais. que quand ils vont prendre un coach, ils vont pas se dire: «Ah bah, c'est elle qui va me gérer, trouver les solutions pour que, j'arrive à trouver des clients sans passer par la phase, commerciale, prospection», genre, comme une baguette magique, tu vas résoudre leurs problèmes sans qu'ils sortent de leur zone de confort? Est-ce que tu es pas confronté à ça dans ton coaching? Non, parce que moi, ces gens-là, ils viennent directement pas chez moi. Ah ouais? Ma communication est faite pour ne pas intéresser ces gens-là. Tu vois? Moi, j'attire vraiment le type de clients avec lesquels j'ai envie de travailler, des personnes qui, ont envie de réussir déjà et n'ont pas juste l'idée de vouloir réussir, qui sont décidés et qui sont prêts en fait à faire les efforts et à travailler et qui ont justement intégré que rien ne sera facile, qu'il va falloir mettre en place des choses, qu'on va partir avec ce qui est existant. Parce que moi, quand je coach quelqu'un, je n'efface pas ce qu'il a fait avant, parce qu'il y a toujours des choses qui sont bien et des ajustements à faire. Moi, c'est vraiment un coaching d'ajustement, si on peut dire ça comme ça. Je pars vraiment de ce qui a été construit et on vient consolider ou vraiment apporter des tuteurs, refaire les bases s'il faut, mais vraiment avec ce que la personne a déjà construit parce qu'elle n'est pas stupide, elle a déjà fait des choses, mais peut-être qu'elle n'a pas fait les choses dans le bon sens ou dans la bonne direction. Et donc moi, les personnes qui croient aux promesses miracles, qui s'attendent à ce que je fasse tout à leur place, en fait, ils ne viennent pas parce que déjà, ils ont peur de mon discours, ils ont peur de moi, et tant mieux, je ne veux pas ce genre de personnes-là, en fait. Est-ce que tu crois pas aussi que les gens se mettent de plus en plus à leur compte, heu, outre, le rêve de l'argent bien évidemment, mais surtout pour, une part de liberté? Je pense que oui, parce que, bah, le covid n'a pas apporté que des mauvaises choses, bien que, si on avait pu éviter ça, on l'aurait évité, hein. Mais depuis le covid, les gens ont repris conscience du sens à donner à leur vie, enfin la plupart. Beaucoup se sont rendus compte que, bah, le taf qu'ils faisaient, ça ne leur convenait pas pour X ou Y raison. Mais vouloir entreprendre uniquement parce qu'on a envie de liberté, pour moi, c'est du non-sens.
Parce que oui, tu vas pouvoir créer ta liberté, mais avant d'être libre, il va falloir cravacher, quoi. Et aujourd'hui, les gens pensent que: «Ah bah, je suis entrepreneur, je suis libre». Bah, avant de pouvoir atteindre ce stade-là de liberté, comme par exemple, moi où je gère mon agenda comme je veux, si j'ai envie de prendre un jour off, je prends un jour off et cetera. Mais avant ça, pendant des années, j'ai travaillé pour avoir cette liberté, aujourd'hui. Et en fait, Oui, les gens ont oublié ça. mais dans cette période, où tu cravaches, c'est Oui, toi qui décides de ton rythme, tout de à l'heure à fait. laquelle tu Oui, travailles, tu pas d'ordre à recevoir. c'est ça. Moi, je te perçois comme une personne je dis pas que tu as des problèmes avec l'autorité, mais je pense que pour t'imposer un ordre, typiquement, tu me sembles être, le type de personne que c'est pas que tu désobéis, mais il faut que ça fasse sens. Et souvent, dans les entreprises, quand tu es salarié, tu reçois des ordres et il y a pas de sens pour toi et on te demande de l'appliquer sans réfléchir bêtement. Est-ce que, enfin, tu cravaches, tu dois travailler, parce qu'à la fin du mois, tu sais pas si tu vas avoir ta paye. C'est un Mmh. peu, le si tu veux, c'est le l'avantage d'être salarié, c'est qu'à la fin du mois, que tu aies fait ton job ou que tu aies pas fait ton job, de toute façon, tu es payé quoi qu'il arrive. Ouais. Auto-entrepreneur, c'est autre chose. Il faut que tu aies des résultats, mais tu es quand même, libre, de travailler où tu veux, quand tu veux et puis, en fait, si jamais tu as décidé de faire la grasse mat, après, c'est à toi de l'assumer. Tu personne qui va venir te taper sur les doigts, quoi. Mais alors, oui et non, c'est-à-dire que pour réussir justement, que tu sois salarié ou entrepreneur, en fait, tu peux être libre en étant salarié. À partir du moment où tu as soigné tes névroses et tu as dégommé tes croyances, en fait. Parce que beaucoup d'entrepreneurs n'y arrivent pas parce qu'ils s'auto-salarient de leur propre entreprise. C'est-à-dire que pour eux, dans leur tête, ils imaginent qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui se lève à 5 heures du matin, qui boit 4 thé matcha, qui fait 10 salutations au soleil en slip sur sa terrasse, tu vois? Et ben, en fait, non. Si toi, déjà, tu te poses la question à te dire: «OK, qu'est-ce qui pour moi fait sens? Qu'est-ce qui est important? Heu, quel est mon» que tu observes aussi, toi, comment tu fonctionnes. Quel est mon rythme biologique? Si, par exemple, toi, tu es pas du matin, pourquoi t'obliger à travailler le matin? Et ça, j'en vois tous les jours des entrepreneurs qui disent: «Ah bah oui, mais moi, je commence ma journée à 8 heures». Bah ouais, mais tu es productif quand? À partir de 14 heures. Bah, pourquoi tu commences pas à travailler à 14 heures, en fait? Mais justement parce qu'ils sont bloqués, ils sont prisonniers, donc on en revient à la notion de liberté, ils sont prisonniers de leurs propres croyances. Et dans le salariat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir une hiérarchie qui va être au-dessus de toi, mais tu as le droit de décider de ne plus contribuer à ça. Du taf, il y en a partout et il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'étaient pas heureux dans leur travail salarié, mais quand tu analyses bien, même avec eux, c'était pas le travail en tant que salarié qui leur posait problème, c'était l'environnement de travail. Et en changeant d'environnement, en changeant de boîte, etc., etc., tu peux aussi accéder à la forme de liberté que tu as envie d'avoir. Sauf que si tu es prisonnier de tes propres croyances, que tu te dis: «Ah bah oui, mais si je quitte ce taf-là, je ne sais pas si je vais en retrouver un meilleur. Ah bah oui, mais peut-être que pendant quelque temps, il va falloir que je me serre un peu la ceinture parce que je vais être au chômage, le temps d'aller postuler, etc.» et que finalement, tu nourris tes propres peurs, c'est sûr que tu resteras prisonnier, toute ta vie, en fait. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un client ou une cliente qui était pas du tout fait pour être, entrepreneur et lui dire, «Mais en fait, il faut que tu retournes dans le salariat parce que c'est ce qui te convient». Oui, et moi, quand, j'ai fait les appels découvertes et que je vois qu'il y a certaines personnes, même qui me demandent de l'aide et ce sur des choses que je ne peux pas aider, je leur dis, en fait, je ne suis pas là pour leur mentir et je leur dis même pas: «Va dans retourne dans le salariat» parce que pour moi, il y a pas d'opposition. Il y a pas d'opposition salariat, entrepreneuriat. Tu peux très bien cumuler les 2. Je l'ai fait pendant des années, je n'en suis pas morte. Il y a d'autres personnes que je connais aussi autour de moi qui le font et elles n'en sont pas mortes non plus, hein. Je ne dirais même pas retourne dans le salariat, je lui proposerais pardon, de trouver le système qui lui correspond. Parce que parfois, le fait d'être entrepreneur et décisionnaire, ça ne va pas. Mais on revient tout à l'heure à la distinction avec freelance, et peut-être que le modèle freelancing conviendrait mieux à ce type de personnes parce que ce sont des exécutants. Et avoir par exemple un patron au-dessus de lui, mais que lui soit engagé non pas en tant que salarié, mais en tant que freelance longue durée dans une entreprise, ça se fait aussi. Et peut-être que ce modèle-là correspondrait mieux à telle ou telle personne. Dans ton parcours, j'ai l'impression que tu as eu 10 vies. Ouais, Tu fait tu fait tellement de trucs.
Et Genre, encore, j'ai raccourci, hein, ouais, vraiment. tu fait beaucoup de choses différentes parce que tu as eu du mal à trouver ta voie. Comment ça s'est passé, pour Non, toi? non, pas du tout. En fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je me sens pas bien quelque part, je m'en vais. Donc dans mon cœur de métier, c'est l'enseignement. C'est pour ça que je ne l'ai pas totalement, abandonné parce que j'ai toujours continué à faire de la formation. Hem, mais il y a un fil conducteur finalement quand tu regardes dans tous les métiers que j'ai pu faire, c'est vraiment apporter des solutions aux gens. Peu importe, hein, même quand tu devais refaire ta salle de bain, bah, c'est lui apporter des solutions aussi, tu vois? D'une autre façon. Mais voilà, moi, si je suis pas bien aujourd'hui, si je ne trouve plus de sens dans ce que je fais en tant que coach ou en tant que formatrice, je ferai autre chose. Et c'est pas grave si je dois reprendre des études, si je dois me reformer, si je... En fait, j'ai pas peur parce que j'ai dégommé depuis mon adolescence toutes les barrières psychologiques et toutes les peurs qui emprisonnent les autres. Je sais que je rebondirai. Donc, franchement, il peut m'arriver n'importe quoi, aucun problème, quoi. Comment on fait pour, justement lever toutes ces barrières? Parce que quand je t'écoute, ça a l'air hyper facile et puis après je Ouais. pense à moi et je me dis: «En fait, c'est pas du tout facile, comment elle fait?» Ben, faut pas avoir peur de se confronter à soi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faut être lucide sur qui on est, sur, notre, face, on va dire, lumineuse et notre face un petit peu plus sombre et comprendre, en fait, les mécanismes, qui ont poussé, qui nous poussent parfois à, agir de telle ou telle façon et quand il y a moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, devant une situation, en fait, je prends très vite du recul et j'arrive très vite à analyser les choses. C'est-à-dire que je me dis: «Bon, bah, voilà, cette situation-là, elle m'énerve. Pourquoi elle m'énerve? Est-ce que c'est vraiment la personne ou la situation qui, est dérangeante? Mais pourquoi elle me dérange? À quoi ça fait appel chez moi, en fait?» Et à partir du moment où c'est que tu as cette analyse réflexive-là, bah, c'est beaucoup plus, simple de comprendre comment tu fonctionnes et d'assumer, en fait, qui tu es. Mais ça, c'est un travail qui se fait tout le long de sa vie. Il y a beaucoup de personnes et aujourd'hui, on a aussi ce discours-là, où on dit: «Bon, bah, voilà, faut travailler sur soi et tout» et c'est vrai, il faut, mais ce travail-là n'est jamais terminé, en fait. Parce que comme on évolue, tous les jours, à chaque heure de la journée, on évolue et en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. En fait, c'est comme des mises à jour de ton PC pour voir si tu fonctionnes très, très bien. Il faut continuer à faire les mises à jour. Se faire hypnotiser, ça aide. Aussi, bah, il y a plein mais il y a plein de méthodes et justement, faut être aussi ouvert d'esprit. Rien que l'ouverture d'esprit, ça veut dire qu'il y a déjà quand même pas mal de croyances limitantes qui ont sauté et ça, c'est plutôt cool, quoi. Moi, ce que je vois de plus en plus, ce sont, notamment dans les nouvelles générations, j'ai l'impression que les gens, ils sont de plus en plus perdus sur, ce qu'ils vont faire de leur vie. Mmh. Ils n'arrivent pas à trouver un sens à leur vie. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce qui nous fait sens? Je suis désolée, attends, coupe. Il y a mon voisin qui est en train de faire des travaux au-dessus et c'était pas prévu de la journée et je suis désolée, mais j'espère que tu arriveras à enlever le tap-tap, pardon, mais Ah, j'espère qu'il va vite se calmer. Alors, on reprend. Comment on trouve, bah, en se connaissant, en fait, mais tu vois? comment on apprend à se connaître? Parce que tu vois, il y en a qui mettent énormément de temps à savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment pas, et puis alors c'est comme tu dis, ça change. Ça change tout le temps, ça évolue au gré de nos expériences, au gré de notre apprentissage et cetera. Mais comment on fait pour savoir qui on est? Bah, alors, c'est compliqué parce que ça peut, enfin, ça varie d'une personne à l'autre, mais déjà se questionner sur: «Est-ce que mes propres, croyances sont vraiment les miennes? Ou est-ce que c'est un héritage de mon entourage, de ma famille?» et cetera et cetera. Rien qu'en commençant par ça, bah, on va rentrer un peu dans, son analyse. Alors on peut le faire soi si on a les capacités de le faire et les compétences. On peut le faire à l'aide d'un professionnel, par, moult façons. Mais déjà se questionner, à se dire: «OK, bah, qu'est-ce qui fait que, je suis moi aujourd'hui?» Hein, qu'est-ce qui fait que je pense telle ou telle chose sur tel ou tel sujet? Et à partir du moment, c'est que tu commences à te poser des questions, alors tu vas me poser beaucoup de questions, hein, sur,
tes croyances, mais ça peut partir même, je sais pas moi, d'une croyance politique, tu vois? Et de se dire: «Mais en fait, est-ce que c'est vraiment moi qui pense ça ou est-ce que c'est un héritage, familial parce que pendant des années, j'ai entendu ça, 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 ça?» Et alors, quand on commence à se rencontrer et qu'on commence à travailler sur soi, ça va être hyper inconfortable au départ parce que, bah, c'est vraiment tout un système de croyances qui va limite, voler en éclats. Ça peut commencer par ça ou ça peut commencer par juste, «Mais qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait? Et pourquoi je veux ça?» Par exemple, on parlait de la liberté tout à l'heure. Bah, si tu te dis: «Bon, bah, voilà, moi, dans ma vie, j'aimerais être libre». OK. Pourquoi j'aimerais être libre? Si tu réfléchis à: «C'est pas parce que j'aime pas la contrainte» ou alors: «J'aime pas la contrainte». OK, pourquoi? Est-ce que finalement, j'ai pas été élevée un peu trop à la dure? Est-ce qu'on m'a pas élevée comme une machine de guerre et cetera, qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on va m'oppresser, je ne vais pas supporter? Ou est-ce que c'est lié à l'injustice? Enfin, et ça, en fait, ça t'amène à plein de petits points comme ça de ta vie que tu peux commencer à analyser, qui te mettent un peu plus, sur la voie de qui tu es, en fait. Et aussi se dire, bah, finalement, aujourd'hui, est-ce que je suis le produit de mes propres, croyances, de mes propres sensations ou en fait, j'obéis à un système, qu'on essaye de me faire croire comme étant le plus juste? Est-ce que, je fais tel ou tel choix parce que c'est vraiment mes choix ou parce que la «société» entre guillemets, m'oblige à faire telle ou telle, chose pour rentrer dans le rang? Et à partir du moment où c'est que tu commences à te poser plein de questions comme ça, bah, tu es déjà sur la voie de la rencontre avec toi-même. Tu te définis comme, Pascal le grand frère? Ouais, ce qui me fait rire. Pourquoi? Parce que sa manière d'arriver, de débarquer comme ça et de secouer les gens, en fait, c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc que j'adorais faire, oui, ça va être le moment sadique, que j'adorais faire quand j'étais, prof principale et que je savais que, bah, dans tel ou tel cours, il y avait des problèmes avec tel ou tels élèves et tel ou tel prof et en fait, ils savaient pas quand est-ce que j'arrivais et je débarquais dans la salle et je pulvérisais ce que j'avais à pulvériser et après je repartais comme si de rien n'était, quoi. Mais, un peu à Pascal le grand frère. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette image et ce monsieur me fait rire, donc c'est pour ça que j'ai gardé cette image-là. Est-ce qu'on peut parler de patoche? Ouais. Alors, qui est Patoche? Ah, bah oui, parce que je me suis présentée, mais je n'ai pas présenté Patoche. Alors, non, Patoche ne fait pas partie des milliards de personnalités que j'ai dans ma tête, quoique. Patoche, en fait, c'est le nom que j'ai donné à mon TDA. Parce que j'ai un trouble de l'attention, enfin, du déficit de l'attention, avec hyperactivité cérébrale et pas forcément hyperactivité physique, parce qu'il faut dissocier aussi les deux. J'ai une pensée en arborescence, c'est-à-dire que mon cerveau carbure à 1000 à l'heure à la minute. Là, on est en train de discuter, mais je suis déjà en train de penser à 10 000 autres trucs en même temps. Et pour réussir à cohabiter avec le plus sereinement possible avec mon trouble de l'attention, je l'ai personnifié et je l'ai appelé Patoche. Donc, il porte une moustache. Moi, je trouve ça très drôle. Et en fait, bah, ça a été plus facile pour moi de vivre avec cette neuroatypie à partir du moment où j'en ai créé un personnage, en fait. Donc voilà. Quand tu étais plus jeune, ça se manifestait comment? Tu arrivais à, comment ça se passait en cours? Beh, bah, j'ai toujours senti, moi, qu'il y avait un décalage, en fait, entre moi et les autres. Mais c'est vraiment quand j'ai suivi alors parce que tout à l'heure j'expliquais que j'avais un master en lettres modernes, mais j'ai suivi en tant que candidat libre une licence en psychologie. Pas passé mon diplôme parce que je voulais pas être psy, mais ça m'intéressait les cours, donc je faisais un double cursus, sans diplôme universitaire et au bout d'un moment, il y a eu un cours justement sur la neuroatypie, donc à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Alors quand je dis à l'époque, je suis un peu un dinosaure, hein, mais j'ai 36 ans quand même et en fait, quand la prof et la neuropsy est venue faire cours, elles ont parlé de plein de trucs et ça a commencé à faire des pop-up dans ma tête en me disant: «Oh putain, ça me ressemble. Oh là là, quelqu'un qui parle enfin des choses que moi je vis au quotidien. Mais avant ça, avant la fac, l'université, je savais même pas que ce trouble-là pouvait exister. Et donc du coup, je me suis renseignée par rapport à ça. J'ai discuté avec pas mal de psychiatres, pas mal de neuropsy et tout. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah ok, c'est bon, j'ai mis un mot sur ce que j'ai. Et je suis passée à autre chose. Mais quand j'ai fait des formations pour les professionnels de santé, pour les professionnels d'accompagnement, pour aider justement les patients adultes
qui ont des troubles de l'attention et des troubles borderline, et cetera, il a fallu que je me fasse diagnostiquer par, un neuropsy. Donc du coup, c'est là où le diagnostic, entre guillemets, a été posé, mais je savais très bien, j'avais juste pas le papier, en fait, qui attestait, d'eux. Mais pour pouvoir donner cours et former les gens, il le fallait, donc je l'ai fait. Mais quand j'étais petite, en fait, ça se manifestait comme ça se manifeste, aujourd'hui, mais je savais pas trop que ça pouvait exister chez d'autres personnes. Je pensais que c'était juste, mon cerveau et moi qui déconnaient, tu vois? Pas du tout. Patoche, c'est devenu un super pouvoir ou pas? Ouais, clairement. Franchement, je le revendique de ouf. Ouais, c'est vraiment un super pouvoir au quotidien parce que ça me permet, justement de voir les choses différemment des autres. Ne serait-ce que la notion du temps, parce que, alors quand je l'explique même en formation ou à d'autres personnes qui sont standards, voilà, ils ont vous les gens standards, souvent, vous avez la notion du temps, vous découpez le temps, en heures, et cetera, et cetera. Nous, bien souvent, avec un trouble de l'attention, qu'il soit hyperactif, qu'on soit hyperactif ou pas, on va, plus le découper en moments de la journée. C'est-à-dire qu'on n'a pas par exemple, moi, tu vas me dire 14 heures, ça n'a aucun sens, tu vois? Tu vas me dire début d'après-midi, là, je vais comprendre, tu vois? Ah ouais? Bah alors, Nous on vit pas sur le même créneau horaire alors? ah Parce que bah, début d'après-midi pour moi ça c'est entre 13h et 15h. À quelle heure je sais que tu es connecté avec moi? si, si, je suis là, bah, parce que j'ai travaillé dessus et que maintenant j'essaye de me plier aux gens standards. Mais je veux dire, on a vraiment une représentation, moi j'appelle ça la représentation du temps en 3D. C'est-à-dire que les gens souvent bah, arrivent bien à se repérer dans l'espace-temps. Nous, on a beaucoup, beaucoup de mal, en fait. Ce qui fait que bah, quand on doit travailler, c'est un peu plus compliqué, en fait, parce qu'on n'arrive pas à travailler par bloc de travail, par exemple. Pareil, on voyage dans le temps, c'est-à-dire que les gens standards vont vraiment faire la distinction entre le passé, le présent et le futur. Nous, on vit les trois choses en même temps. Donc on passe d'un temps à l'autre. Alors je dis nous, pas tout le monde, hein, parce qu'il y a autant de personnes qui ont un TDA ou TDAH qu'il y a de personnes qui le vivent. Mais moi ça se figure comme ça, c'est-à-dire que je traverse le temps tous les jours. J'ai des collègues et des amis qui ne fonctionnent pas comme ça. Tu vois, c'est vraiment aléatoire. En fait, c'est vraiment d'une personne à l'autre. Mais au niveau de la représentation du temps, nous, on voit les choses dans la globalité. C'est incroyable ça. Ouais. Donc, en fait, il y a pas de passé, pas de présent, pas de futur pour toi? Ben, j'ai conditionné mon cerveau pour qu'il réfléchisse un peu plus comme des gens standards. Donc oui, je vois à peu près le futur. Mais par exemple, je suis incapable de te dire où j'en serai dans 2 ans. Je suis déjà incapable de te dire ce que je vais faire dans 1 heure. Tu vois. Ah, donc tu arrives pas à te projeter? Ben, je sais me projeter, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que pour moi, 1 an ou 15 ans, c'est la même chose. Ah ouais. Ouais. Donc t'imagines comment c'était galère en maths pour faire les conversions et comment ça l'est toujours aujourd'hui. Parce que va faire les conversions de centilitres en décilitres, au secours. Tu vois? Les distances, les notions de distance, tu vas me dire c'est à 100 mètres, je sais pas ce que c'est moi 100 mètres. Tu vois? C'est, on n'a pas, souvent on n'a pas cette notion-là, ça ne veut rien dire pour nous. Tu sais que donc toi, tu en as fait un super pouvoir, c'est Oui. patoche. Il y en a qui ont vraiment des difficultés à vivre, avec un TDAH, alors après, avec les nouvelles séries qui sortent, tu vois, les personnes qui sont HPI, on les voit comme des personnes, super et tout, mais quand tu interroges ces personnes-là qui ont ces particularités-là, elles le vivent très, très mal. Tu as un conseil à leur donner, pour accepter ça et vivre mieux avec ça? Heu, un conseil, oui, j'en ai plein. Non mais, bah, en fait, tout dépend parce que, bah, comme je te disais, il y a autant de troubles qu'il y a de personnes qui en sont atteints et on va pas forcément le vivre de la même façon parce qu'on n'est pas, comme je disais au tout début, on n'est pas câblé. C'est comme avec l'entrepreneuriat, on n'est pas câblé de la même façon. Mais ce qui aide beaucoup, c'est, d'arrêter de vouloir coller à une image, parfaite. On sera jamais comme des gens standards, on ne réfléchira jamais de la même façon. Donc en fait, il faut faire le «deuil» entre guillemets
de cette personne standard qu'on ne sera jamais. Et en fait, en acceptant que, bah, des fois, on va avoir des pics d'activité, des fois, on va avoir des pics de moins d'activité, on va partir en live et cetera. En fait, en acceptant qu'il soit là, ça aide. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir combattre. Et ça, je me prends la tête très souvent et je me suis très souvent pris la tête avec les neuropsys qui, malheureusement, dès le plus jeune âge, pardon, utilisent ce lexique du combat quand ils veulent expliquer en fait le TDAH ou le TDA aux enfants. Et ça fait la misère aussi pour les adultes, c'est-à-dire que ah bah oui, mais il faut le contrer, ou on va réussir à l'atténuer, il faut vivre avec, ou alors il faut le combattre, etc., etc. Bah non, en fait, ça fait vraiment partie de toi, et c'est pour ça que moi je parle d'apprendre à cohabiter avec. C'est vraiment une colocation, mais rappeler à ton TDAH que c'est toi qui paye le loyer, en fait. C'est ce que je dis à Patoche souvent, c'est que je dis, écoute, je te laisse faire tes conneries, mais c'est quand même moi qui paye le loyer, donc on va se calmer. C'est-à-dire que plus tu vas essayer de le contraindre, plus tu vas essayer de lutter, plus il va prendre de la place. Donc moi, ce que je conseille souvent, et je coach aussi pas mal d'entrepreneurs qui ont justement un TDA ou un TDAH, et je leur dis, bah, le jour où votre cerveau est en train de partir en live, laissez-le partir en live. Au bout d'un moment, il va s'arrêter. Que si vous essayez de reprendre les rênes sur un emballement sur lequel vous n'avez aucun contrôle, ça va être hyper compliqué, ça va être hyper chronophage, ça va vous épuiser et vous allez perdre du temps. Que laissez-le s'emballer, au bout d'un moment, comme un gosse quand il fait une crise. Tu le laisses criser et au bout d'un moment, il va revenir à la normale. Et bah ton cerveau, il fonctionne de la même façon. Parce que c'est très intelligent, le mécanisme du cerveau humain est très très intelligent. Donc il faut lui faire confiance parfois. Est-ce que cette notion de, arrêter absolument de vouloir prendre le contrôle sur des choses que l'on ne contrôle pas, finalement, c'est pas quelque chose que l'on peut appliquer pour tout? Un TDAH ou une Ça, personne c'est sûr. standard et qui va à tout prix contrôler Ouais. et en fait, ça fonctionne pas. Mais ça, la notion de contrôle, bah, ça vient du fait des croyances limitantes, des peurs, en fait. Si t'as et c'est là où on arrive au véritable lâcher prise. Tu sais, ce mot valise que l'on voit partout? Mais en fait, tu commences vraiment à lâcher prise à partir du moment où c'est que tu comprends que tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. La seule chose sur laquelle tu peux avoir le contrôle, c'est toi-même. Mais ça, tu arrives à ce stade de sagesse, on va dire, quand tu as vraiment fait ce travail de dégommer toutes tes peurs, etc. Un truc tout con. Tu es en couple avec quelqu'un, que ce soit un garçon, une fille, on s'en bat les steaks. Tu as peur qu'il te trompe. Bah, du coup, tu vas être dans le contrôle. Tu vas fliquer ses faits et gestes, etc. Mais si tu travailles sur toi et que tu te dis, OK, pourquoi en fait j'ai peur que cette personne-là aille voir ailleurs? Est-ce que ça viendrait d'un problème de confiance en moi? Ok, bah ça vient de quoi? Est-ce que quand j'ai été petite, j'ai été abandonnée? Est-ce que je n'ai pas reçu ce qu'il fallait que j'ai comme cadre sécurisant, etc. Ok, ça vient de là, je peux travailler dessus. Je suis mieux dans ma vie de couple et j'arrête de faire la misère à mon conjoint ou ma conjointe. Et là, j'ai lâché prise. Je ne peux pas contrôler ce qui ne m'appartient pas. J'ai contrôlé, par contre, d'où venait le problème et j'ai trouvé la solution. Et aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens libre. Oh putain, c'est un beau slogan ça. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. Exactement. Je voudrais qu'on aborde, les réseaux sociaux. Mhm. Moi, je trouve que dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, bon, on sait qu'on manipule beaucoup les gens, qu'on montre toujours, le côté, fun et pas toujours, la réalité des choses. LinkedIn qui est un réseau, quand même, très pro, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un réseau utilisé par, les auto-entrepreneurs pour, bien évidemment faire leur marketing, Mhm. hein, c'est voilà, mais aussi pour, enfin et pas que les auto-entrepreneurs, hein, même aussi, les entreprises quand elles parlent de RSE, QVT, marque employeur et cetera. J'ai l'impression que, qu'on manipule un peu les gens à travers, les réseaux sociaux et que finalement, ben, les auto-entrepreneurs alors toi, tu casses un peu les codes, hein, Ouais. c'est direct sur ton fil d'actualité, ça se voit tout de suite que c'est toi qui rédiges tes posts, que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est très, mais je trouve qu'on est beaucoup noyés dans la masse de, ces posts qui se ressemblent tous. Est-ce que, quand tu coaches les auto-entrepreneurs, tu les coaches aussi sur l'utilisation des réseaux sociaux?
Alors je les coach là-dessus uniquement pour tout ce qui est, communication et vente. Mais avant ça, bah, automatiquement, il faut passer par la case, travail du mindset aussi. Bah, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'ai créé mon entreprise? Qu'est-ce que je veux véhiculer? Et cetera. Il est vrai que tu ouvres n'importe quel réseau social, genre j'ai plus ce problème-là avec, par exemple, Instagram, parce que je ne suis pas sur Facebook, mais où j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours les mêmes contenus et c'est hyper lisse, et cetera, et cetera. Hem Les réseaux sociaux sont un super outil, comme je disais tout à l'heure, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, faut savoir pourquoi on se met sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit beaucoup de contenus, qui se ressemblent parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de notoriété digitale. Mais si tu es en recherche de notoriété, qu'elle soit digitale ou autre, hein, mais là on parle des réseaux sociaux, bah, pose-toi la question: «Pourquoi en fait?» Pourquoi tu as envie qu'on t'aime à ce point? Et on en revient au travail, sur soi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne recherchent que les likes, les commentaires, et cetera, et cetera. Pourquoi? Parce que finalement, ça flatte leur ego. Ça vient combler un vide qu'ils ont, mais qu'ils ont déjà depuis des années, tu vois? Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que finalement leur business ne repose que sur du vent, que sur, des leitmotifs, des choses communes, parce qu'ils surfent un peu sur cette «vague» entre guillemets. «Ah bah tiens, il y a un truc qui va faire polémique. Ah bah, je vais apporter ma petite touche» et cetera. Mais finalement, quand tu grattes un peu le vernis, tu te rends bien compte qu'il y a pas grand chose derrière, tu vois? Et surtout que, bah, aujourd'hui, on te dit qu'il ne faut pas faire de vagues. Tu vois? Faut être bien, faut être tout lisse et cetera, sinon tu ne seras pas apprécié. Et donc les gens qui postent sur les réseaux, sur LinkedIn ou quoi que ce soit, qui sont justement non pas en recherche de faire vivre leur activité, mais en recherche de se faire apprécier, bah, automatiquement, c'est comme ça que tu vas tomber sur des posts totalement, enfin copier-coller, hein, qui se ressemblent tous parce que les gens cherchent juste à être aimés, en fait. Pour qui ils sont et qui ne sont pas, parce que ceux qui jouent un rôle sont assez légion aussi sur les réseaux. Mais c'est pour ça que c'est important, comme je disais, de se connaître, parce qu'à partir du moment où c'est que tu te connais, que tu connais tes valeurs, tu comprends, et tu conscientises là où tu veux aller, que tu sois détesté, tu t'en fous en fait. Parce que ton but en tant qu'entrepreneur, c'est de vivre de ton activité. Donc, automatiquement, ta communication, il faut accepter qu'elle ne va pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Parce que t'es pas en train de rechercher l'amour des gens. Tu es en train de vouloir vendre ton produit, ton service, etc. mais aux bonnes personnes. Bonne personne. Donc Ouais, toi qui as un discours, très brut, très franc, très transparent, oui. tu as déjà eu, des remarques, sur, LinkedIn, sur certains posts que tu faisais, sur la manière dont tu les écrivais? Ça c'est arrivé, et je peux comprendre que ce que je dis, ça ne puisse pas plaire à tout le monde et c'est pas grave, je l'ai accepté, en fait. Je ne le prends pas personnellement parce que justement, je n'ai pas de contrôle sur ce que les gens pensent et ça me va. Là, j'ai un contrôle sur ce que je dis, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que les gens, interprètent ou ont envie de comprendre. Donc ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu et c'est pas grave. Par contre, tu vois, je discute avec eux, mais si je vois que la personne, elle est fermée à la discussion, bah, je ne perds pas mon temps en fait à argumenter avec des gens qui ne voudront pas entendre. J'entends les autres points de vue et je les respecte, mais c'est pas pour ça que ça va changer forcément moi ma vision des choses en fait. Tu vois. Et j'essaye vraiment à travers mes posts de ne juger personne, tu vois, de vraiment de parler des choses selon pas forcément ma conception en mode il faut absolument suivre ce que je dis parce que je suis pas un gourou, mais j'essaie d'apporter un éclairage différent en fait aux gens. Si ça les heurte, ben c'est peut-être qu'ils ont un petit truc à travailler là-dessus, tu vois. Tu vois, s'ils se sentent concernés, parce que j'essaie vraiment, même dans le choix de mon lexique, etc., de ne jamais blesser personne. C'est extrêmement rare qu'il y ait deux, trois balles perdues. Si elles le sont, c'est elles sont faites consciemment. Tu vois. En tant qu'auto-entrepreneur, quel est ton plus gros challenge aujourd'hui? Pou, 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 pou. Mon plus gros challenge, je pense que c'est de continuer à secouer les gens, à réveiller les consciences,
Hem, C'est de plus en ouais, plus difficile, tu trouves? ouais, les gens manquent de bon sens, moi ça me tue, tu vois? Et même pas forcément que les nouvelles générations. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un switch, même des gens de 40 ans, des fois, tu te dis: «Mais putain, ils ont pas de bon sens, en fait». Et et vraiment de continuer à ouvrir les yeux et de leur dire: «L'entrepreneuriat, c'est vraiment une superbe aventure, mais soyez préparés, les gars». Le savoir, ça ne suffit pas. Il faut le vivre, et si au cas où ça ne convient pas, c'est pas grave, il y a plein de façons différentes de s'épanouir dans sa vie professionnelle ou dans sa vie tout court. Donc, ne faites pas les choses parce qu'on vous dit que vous devez les faire. Non, posez-vous la question: «Bah, pourquoi on me dit que je dois les faire? Mmh? Si ça ne va pas dans votre sens, ne les faites pas, tout simplement». Qu'est-ce que ça veut dire avoir du bon sens aujourd'hui? Ouf! Parce Vaste que question. en fait, tout part à volo là, on se bon, on le dit pas, mais on va quand même le dire. Beh, Mais, en ce moment, c'est ça veut dire quoi, avoir du bon sens? Ou qu'est-ce qui fait part du bon sens aujourd'hui? pour moi, avoir du bon sens, c'est avoir un cerveau et s'en servir, c'est réfléchir, en fait. C'est justement se questionner et de ne pas croire aveuglément tout ce qu'on dit. J'avais fait un post il y a pas très longtemps, sur la différence entre, la promotion et la propagande. Hem, Parce qu'un discours martelé tous les jours, ça, c'est de la propagande, tu vois? Et les gens ont ou alors est-ce qu'ils manquent de culture? Je ne pense pas, on n'est pas non plus, il y a pas que des crétins dans la vie. Mais l'histoire avec un grand H nous a montré qu'il fallait pas, qu'il fallait être vigilant et de ne pas tomber tête, la première dans les histoires de propagande. Et pour moi, avoir du bon sens, c'est de garder justement cet intellect, affûté, de se dire: «Putain, en fait, c'est trop beau pour être vrai». Alors je ne dis pas qu'il faut être méfiant, tu vois? Parce que parmi tous des discours mirobolants et cetera, il y a des gens qui ne mentent pas et qui disent vrai. Mais pour moi, c'est manquer cruellement de bon sens de croire qu'on peut gagner, 10 K dès ton premier mois d'activité ou même au bout de tes 3 mois d'activité, ou alors faut vraiment que tu sois sur un domaine spécifique, avec une niche bien spécifique et un besoin qui, parle à des gens qui sont prêts à investir, autant d'argent. Mais tu ne peux pas devenir milliardaire en restant le cul vissé dans ton canapé et en scrollant sur Netflix, en fait. Pour moi, les gens qui croient ça, c'est des gens qui manquent de bon sens. Les rêveurs, ce sont ceux qui manquent de bon sens aussi ou pas? Qu'est-ce que tu entends par rêveur? Bah, ceux qui pensent qu'ils vont gagner 3 millions, qu'un jour ils seront millionnaires et que, ils monteront leur propre boîte. Si tu travailles pour à réaliser tes rêves, ça ne me pose aucun problème, tu vois? Moi, je fais la différence entre les gens qui rêvent et les imbéciles. Voilà. Tu peux avoir des rêves. J'ai envie, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui va dire: «Je rêve de construire un empire». OK, bah, dis-moi ce que tu vas faire aujourd'hui pour commencer à construire ton empire, et hop, la personne, si elle a un plan, si, elle travaille pour construire son empire, c'est un rêveur. Parce qu'au départ, ça part des rêves. Si quelqu'un te dit: «Oh, j'ai envie de construire un empire», que tu dis: «OK, tu as fait quoi?» «Bah, j'attends que les clients, ils viennent, vers moi parce que j'ai posté, 3 trucs». C'est un imbécile. Pas la même On chose. parle de cette, notion, d'effort, de réflexion, tu penses quoi de l'intelligence artificielle? Je pense que c'est un superbe outil. Hem, Et l'usage qu'on en fait? On Bah, est tous c'est ça, d'accord pour dire que c'est un superbe outil, hein, mais mais l'usage, peut-être? en fait, tu sais, c'est comme, je sais pas moi, comme la bombe nucléaire. Tu peux te dire: «Waouh, c'est un superbe outil», mais mise dans des mauvaises mains, on sait ce que ça peut donner, tu vois? Moi, en fait, ce qui me pose vraiment problème, c'est les dérives, tu vois? C'est l'utilisation à des fins qui sont, selon moi, pas top, top. Si tu utilises, l'IA pour jouer un rôle, si tu l'utilises pour, hem à des fins, on va dire, malsains, tu vois? Pour forcer les gens à acheter chez toi, pour leur vendre de la merde, pour leur faire croire monts et merveilles et tout, ça me pose problème. Si tu utilises l'IA pour t'aider dans ton quotidien à générer des idées, à t'organiser et cetera, à planifier des trucs, ou même, bah, voilà, tu ne sais pas un truc, tu demandes à l'IA, il y a aucun problème. Mais à partir du moment, c'est que tu tapes dans le faux, par exemple, avec, l'IA, on va dire, avec les images et cetera. Si tu crées une image à partir de l'IA et que tu dis: «C'est moi qui l'ai fait», là, ça me pose problème parce que c'est pas toi, en fait.
Ça ne vient pas de ta création. Tu as peut-être tapé des mots-clés, mais c'est pas toi vraiment qui l'a créé. Si tu t'en sers, pour illustrer quelque chose et que tu dis en toute transparence que tu t'es servi de l'intelligence artificielle pour créer ton œuvre, OK, parce que derrière, il y a de l'honnêteté, parce que tu as justement les couilles de dire: «C'est, c'est moi qui l'ai fait à l'aide de telle ou telle plateforme» et ça, pour moi, il y a pas de problème. Quand c'est pas utilisé pour tromper les gens, en fait. Quelle question est-ce que tu aimerais bien que je te pose? Pour la question, ça dépend, c'est, d'ordre professionnel, personnel, Que tu veux. OK, bah, c'est pas évident comme question. Heu, oh, je ne sais pas du tout, tiens. Quel est le mmh, je sais pas, est-ce que, quelle question tu pourrais me poser? Heu, il y a des gens qui bug sur cette question aussi ou il y a que moi? Ouais. Il y en a, c'est direct et il y en a qui Oh bug. putain la vache, ouais, mais Généralement, quand les gens sont hyper ouverts, ils bug sur les questions, mais ouais! tu vois? Mmh, je sais pas moi, J'en ai une si tu veux. vas-y, aide-moi. Ça me mettra peut-être sur la piste. Comment est-ce qu'on fait pour vivre sa meilleure vie entrepreneuriale? Ouh là là! Ouf! Bah, tout dépend de sa propre définition de meilleure vie entrepreneuriale. Bah, par exemple, tu vois, pour moi, ce qui est important, on en parlait tout à l'heure, c'était la notion de liberté. Bah, pour moi, vraiment, ma meilleure vie entrepreneuriale, elle a réellement commencé, à partir du moment où, bah, j'ai pu vivre de mon activité, sans y laisser ma vie personnelle. Alors, au départ, moi aussi, j'ai fait les mêmes, erreurs que tout le monde, hein, j'ai focus, sur mon entreprise et je me suis très peu, écoutée, parce que, bah, j'avais encore pas mal de croyances et cetera et finalement, quand j'ai commencé à comprendre que si moi je n'allais pas bien, mon entreprise ne pouvait pas bien se porter, bah, ça a vraiment fait, un switch et je n'attends pas d'avoir besoin, par exemple, de vacances, d'avoir besoin de me reposer pour le faire. Je le fais quand j'ai envie. Alors bien évidemment, en prenant toutes les dispositions nécessaires, hein. Si j'ai des rendez-vous, je préviens, mes clients et cetera ou, des personnes que je ne serai pas libre de telle date à telle date, hein. Je leur pose pas des lapins. Mais, je n'attends pas d'avoir besoin d'être en vacances, d'être épuisée ou quoi que ce soit pour pouvoir, prendre, des vacances ou des jours off, en fait. Et ma meilleure vie entrepreneuriale, c'est vraiment de pouvoir vivre de ton activité, mais de pouvoir développer aussi, ta vie, à côté. De ne pas être obligé de choisir. De pouvoir vraiment cumuler les 2. Est-ce que vouloir, devenir, millionnaire ou en tout cas vouloir gagner beaucoup d'argent est une bonne raison pour devenir auto-entrepreneur? J'ai envie de dire chacun ses envies. Il y a des entrepreneurs qui sont millionnaires, milliardaires. Hem, Mais je crois pas que c'était leur objectif premier. Tu vois? Genre un Steve Jobs, ouais. son objectif, je crois pas que c'était, de devenir, millionnaire ou milliardaire. Je crois son objectif, c'était de créer le meilleur produit, la référence, c'était d'avoir le meilleur design. D'ailleurs, quand tu ouvres, un produit Apple, la boîte est pensée, le design est pensé, tu vois? C'est ça son truc à lui. Bah, il avait une vision, il était visionnaire en fait. Finalement, les grands entrepreneurs, alors là, on parle de Steve Jobs, mais ça peut être aussi à plus petite échelle. Pour moi, vraiment, les gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, ou peu importe, même dans le salariat, enfin, qui réussissent dans leur vie, voilà, professionnelle ou personnelle, ou même les deux, hein, parce que c'est possible, on n'est pas obligé de faire un choix. C'est vraiment des gens qui ont des visions à long terme. Si tu es uniquement motivé par les gains, au bout d'un moment, ça va bloquer parce que, par expérience, les entrepreneurs que j'ai rencontrés, qui étaient motivés uniquement par l'argent, au bout d'un moment, ils ont glissé tout doucement sur la pente du bullshit, à vouloir vendre tout et rien, surtout rien en faisant croire que, c'était de l'or en barre, uniquement pour pouvoir s'enrichir et moi, je me pose toujours la question sur ces personnes-là, mais comment elles arrivent à se regarder dans la glace le matin, en fait? Sachant qu'elles arnaquent
des milliers et des milliers de personnes. Hem, L'argent, on va pas enfin, on peut pas devenir entrepreneur si on n'a pas envie de gagner de l'argent avec ce qu'on fait. Sinon, on est bénévole. Voilà. Les entrepreneurs qui s'excusent d'être entrepreneurs et qui disent: «Ah bah oui, mais moi je veux pas te gagner de l'argent», bah, reste avec ton hobby et c'est pas grave, tu vois? Ou deviens bénévole. Au bout d'un moment, faut assumer aussi le fait que, bah, c'est normal de vouloir gagner de l'argent avec notre savoir-faire, nos compétences et cetera, et il ne faut pas en avoir honte. Après, si ta seule motivation, c'est l'argent, ça ne durera à mon avis, qu'un temps. Quand c'est du bullshit, tu leur dis? Ouais, oui. Oui. Bah, j'y mets les formes, hein, parfois. Mais pas Parfois, j'aime bien le parfois. Genre, j'y mets les formes parfois. non, toujours en toute bienveillance, parce que je pense qu'on peut être bienveillant et secouer les gens, c'est pas incompatible. Mais quand, moi j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent: «Ah, j'ai cette idée» et cetera, je leur demande vraiment: «Vous en êtes vraiment sûr?» Parce que, bah, tu peux avoir une idée génialissime, mais si derrière tu as pas fait ton étude de marché, tu sais pas si, ça va plaire aux gens, s'il va y avoir ne serait-ce que de la demande, même si elle est minime, bah, ton business, il risque pas de décoller, tu vois? Il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à Dis-moi. l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour définir la valeur de son travail? Alors, tu la valeur de ton produit Mmh. et cetera, mais bon, généralement, quand, tu es freelance, tu as un TJM, ou, tu as un taux horaire. Comment est-ce que tu fais pour définir cette valeur-là? La valeur de ton travail ou le prix de ce que tu vas mettre, sur ton service ou ton bien? Le pour moi, c'est un peu la même chose. Toi, tu fais la distinction Ouais, entre les 2? ouais, et Ah d'ailleurs OK. d'ailleurs j'ai créé, un e-book pour aider justement les entrepreneurs à fixer leur prix parce que, le souci c'est qu'ils fixent, aléatoirement et c'est normal de ne pas réussir à vivre de son activité, quand on fixe Ah ouais? au gré du vent. Oh ouais! Ou alors en se basant sur des choses, sur lesquelles il ne faut pas se baser, et moi, en fait, j'explique toujours, alors c'est une méthode parmi tant d'autres, hein, il y a pas c'est pas ce que je dis, c'est pas parole d'évangile, attention, hein, je ne suis pas gourou. Mais en gros, pour réussir à fixer son prix, il y a ce que j'appelle 50 pragmatique et 50 émotionnel. Dans le pragmatique, déjà, faut se poser la question, il faut savoir combien ton entreprise te coûte par mois et par an. Aujourd'hui, énormément d'entrepreneurs, en fait, ne savent pas combien leur activité leur coûte. Enfin, eux, ils vont penser juste à la déclaration de l'URSSAF, et cetera, mais ils vont pas penser, par exemple, pour un graphiste, bah, voilà, par mois, j'ai besoin de tel, tel, tel logiciel, bah, c'est un coût quand même que toi, tu payes, donc faut prendre en compte, ça. Donc tu vas avoir, ouais, tout ce qui va être coût de l'entreprise, forcément, bah, tout ce qui est cotisation sociale, et cetera, et cetera. Donc vraiment toutes les dépenses, tout ce qui sort de ta «trésorerie» entre guillemets. Mais des choses qui sont indispensables. Tes agrafes, c'est pas grave si tu en as pas tout de suite, tu vois? Mais tout ce qui te permet de faire fonctionner ton business, tu vas avoir le côté pragmatique. Le côté émotionnel, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué et c'est là où ça rejoint la valeur ajoutée, en fait, de ton service ou de ton produit. Dedans, ce qu'il faut prendre en compte, c'est tout ce qui va être formation. Toutes les formations que toi, tu as payées pour avoir les compétences aujourd'hui de, ce que tu proposes. Le type de service que tu proposes. Si tu proposes, par exemple, des formations vidéo, bah, il faut calculer le temps que ça t'a pris de faire les vidéos, de construire, enfin même avant de faire les vidéos, de construire la formation, de faire les vidéos, et cetera, et cetera. Ensuite, bah, faut être lucide sur soi-même, d'où l'importance de bien se connaître pour savoir, bon, bah, voilà, moi, par rapport à d'autres, concurrents, qu'est-ce que j'apporte en plus? C'est pas parce que tu vas apporter 4 PDF de plus que ça va être mieux. Ça va être tout ce qui va être pédagogie, tout ce qui va être expérience aussi, ça a de la valeur et tu peux aussi le faut le prendre en compte dans son prix. Il ne faut pas oublier aussi de checker le prix du marché, tu vois? Pour s'assurer qu'on n'est pas trop haut ou qu'on n'est pas trop bas, et donc il y a tout ce calcul-là, en fait, à faire et à prendre en compte avant de pouvoir annoncer, un prix, tout simplement. Et il y a aussi, bah, voilà, tout ce qui va être, de l'ordre de l'objectif du CA. En fonction de ton objectif
de CA, tu vas savoir combien de clients il va falloir que tu génères pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc tout ça, ce sont des petits calculs entre guillemets, mais dont il faut avoir conscience. Et si tu le fais pas ça dès le départ, c'est normal que tu te retrouves avec des tarifs à la baisse ou des tarifs qui ne reflètent pas en fait ton travail. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent à vivre de leur activité parce que déjà, ils n'ont pas bien tarifé leur service. Et après, ils me disent, bah oui, mais si je mets ce prix-là, ça va être trop cher. Ça va être trop cher pour qui en fait? Parce que si tu ne tapes pas non plus dans la bonne cible, automatiquement, tu seras toujours plus trop cher. Tu vois? Donc c'est vraiment tout un travail derrière d'études de marché, Et de cible. Et à l'inverse, c'est-à-dire que tu en as qui vont venir te dire: «Bah, ouais, mais si jamais je mets pas un prix, hyper élevé, on va croire que c'est pas qualitatif». Tu vois, ça fait Donc en partie. fait, il y en a qui vont te survendre le truc. Ouais, mais ça fait partie. Si tu penses ça, c'est que derrière, tu as des croyances limitantes. C'est que tu pas confiance en toi et que tu pas confiance en ton produit. Si tu penses qu'on va penser que, non, en fait, arrête de faire des suppositions. Ou alors, c'est que tu ne vas pas t'adresser aux bonnes personnes. Après, les gens qui te vendent un accompagnement à 10 000 boules et que quand tu le prends, tu as 3 PDF qui se battent en duel et un coaching de 15 minutes, là, ça s'appelle de l'arnaque. Tu vois. Mais là, c'est de la responsabilité de la personne avant d'acheter, d'aller se renseigner auprès de la personne qui vend son truc, tu vois. D'où la notion de bon sens aussi. Quelle question est-ce que tu n'aimerais pas que je te pose? Je sais pas, je crois que j'ai pas de. Euh, hmm, C'est pas que j'aimerais pas qu'on me la pose. C'est juste que, par exemple, quelqu'un qui va demander, tu génères combien de CA par mois? J'ai aucun problème à parler d'argent. C'est juste que pour moi, ce n'est pas représentatif dans le sens où un CA, déjà, c'est pas de la rémunération. Et ce n'est pas représentatif parce que les chiffres, tu peux leur faire dire tout et n'importe quoi. Et donc, je ne parle jamais, tu pourras regarder sur mes posts, etc., je n'avance jamais de chiffres de mon entreprise ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les personnes se disent, prennent un point de comparaison. Parce que la comparaison toxique, elle existe beaucoup chez les entrepreneurs. Parce que dans un chiffre, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Tu vois juste le chiffre. Tu vois. Et j'ai pas envie que les gens se disent, ah elle arrive à générer 20K par mois, etc. et qui se focus uniquement là-dessus. Et qui ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière, les sacrifices, les travaux, enfin ouais, les travaux en amont, etc., pour arriver à ce chiffre-là. Et on n'est pas tous au même stade de son développement d'activité, tu vois. Donc quelqu'un qui vient de se lancer, j'ai pas envie qu'en voyant des chiffres, admettons en voyant les miens, se disent oh là là, je n'y arriverai jamais, ou moi je ne génère que 600 euros ce mois aujourd'hui, je ne suis pas une bonne entrepreneur et tout, parce qu'on n'est pas au même chapitre de notre aventure entrepreneuriale. Donc c'est pour ça que je ne parle jamais de CA, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'annonce jamais de chiffres parce que je ne veux pas que ça culpabilise les autres. Mais cette notion de chiffre, elle est, alors je sais pas si elle est souvent demandée. En tout cas, peut-être pas en CA, mais très souvent, on demande aux autres entrepreneurs: «Vous avez combien de clients?» Ouais. Parce que plus la personne a de clients, plus ça rassure le potentiel nouveau client, tu vois? Et en fait, le problème, c'est que finalement, que tu le veuilles ou pas, la notion de valeur qu'on va t'attribuer à l'extérieur est dépendante de ces fameux chiffres, en fait. Ça, c'est ce que tu penses? Enfin, Ça, c'est c'est ce ce que que je vois surtout. je sais pas, moi, il y a jamais personne qui m'a demandé combien j'avais de clients. Mais on t'a demandé combien tu faisais de CA? Non, non, les gens, je te dis, moi, dans ma communication, savent très bien qu'ils vont même pas me poser la question. Ou alors ils peuvent me Ouais, poser c'est la vrai que question. dans la tienne, c'est pas une question qu'on viendrait te Voilà. poser de prime abord. Ils peuvent, hein. Vous pouvez venir me poser la question, les gens qui m'écoutent. Mais je vous répondrai pas, en fait, tout simplement. Parce que ma valeur ne se calcule pas au nombre de clients que je peux avoir. Et croire que parce que tu as plein de clients, ça veut dire que tu es meilleur que les autres. Non, j'ai fait un post hier justement là-dessus où j'ai eu une consoeur qui est venue me voir pour me dire ah c'est bizarre, ça lui semblait bizarre que je ne prenne pas beaucoup de coaching
par semaine, tu vois? Même par jour. Je lui ai expliqué pourquoi, et cetera, et ça lui semble toujours bizarre. Donc elle pense que je ne vis pas mon activité. Sauf qu'elle, je sais pertinemment qu'elle ne vit absolument pas de son activité et qu'elle est sponsorisée par Pôle emploi. Moi, ça fait quand même des années où je vis confortablement et je peux partir en vacances et ma maison, elle est payée, et cetera, et cetera. Donc je pense que, voilà, on s'en sort, on n'est pas sur le même niveau. Mais si les gens se disent: «Ah là là, elle a l'air de pas avoir beaucoup de clientes, donc je ne lui fais pas confiance», bah, en fait, qu'ils aillent voir ailleurs. Moi, c'est pas ces gens-là qui m'intéressent. Moi, il y a les clients quand ils viennent, enfin les prospects, même les leads, et cetera, quand ils viennent, discuter avec moi, ils ont jamais ce genre de questions-là parce qu'ils savent déjà pertinemment que ce que je leur propose, c'est pas de la merde. Quand un client va hésiter et va te poser la question: «Ah bah oui, mais vous avez combien de clients? Est-ce que vous pouvez me donner un nom?» et cetera. C'est que pour moi, c'est des red flags et même moi, j'ai pas envie de travailler avec eux. Mais quelqu'un qui va être motivé par la peur de ne pas avoir de clients, ou alors qui va se dire: «Ah bah oui, mais c'est normal comme question parce que, on va croire que je suis pas un bon entrepreneur si, j'ai pas 100 clients par mois». Bah lui, il va prendre cette mission-là et il va se faire chier avec ce client-là parce que si un client commence, enfin avec ce prospect-là qui va devenir un client, s'il commence déjà à chipoter et à te poser des questions ainsi, tu sais déjà que la collaboration, elle est pas faite pour être hyper saine. Donc moi, je me méfie des gens qui se basent sur le nombre de followers, le nombre de clients, le CA que tu prétends générer. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, moi ça me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a beaucoup de stars, hein, sur LinkedIn, hein, des gens qui font énormément de commentaires, etc., etc. Sauf que ces gens-là, après, ils débarquent chez moi pour que je leur apprenne, parce qu'ils veulent que je leur apprenne avant de leur offre. Et ça me fait beaucoup rire. Tu vois, parce que quand tu les écoutes, c'est: «Oh, je génère X euros, etc., etc.» En fait, ils ne vivent pas de leur activité. Pas du tout. Et ils sont dans justement, le paraître, le faux semblant, et je voudrais qu'on m'aime, et regardez, j'ai 10K de followers, etc. Sauf que bah, tes 10K de followers, c'est pas, en tout cas, eux, c'est pas ça qui remplit le frigo. Parce qu'ils viennent chez moi pour essayer de grappiller des conseils ou des coachings. Et moi, je me fais un malin plaisir à leur dire: bah non, je ne vous aiderai pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui survivent dans leur fonction d'entrepreneur ou pas? Qu'est-ce que tu entends par survivre? Ben, qui arrivent finalement à garder leur activité d'auto-entrepreneur et d'en vivre in fine. Oui. Ouais, ouais. Mais ça, c'est ceux qui le font n'ont pas besoin de le claironner sur tous les toits. C'est des monsieur et Mmh. madame tout le monde que tu croises tous les jours. Mais ils n'ont pas ce besoin d'appartenance, ce besoin de reconnaissance. Ils ne vont pas t'annoncer de chiffres, ils ne vont pas t'annoncer de clients, et cetera. Mais par contre, ils vont, vivre bien mieux que la plupart, des personnes qui, s'autoproclament, je ne sais quoi, et qui fanfaronnent toute la journée sur les réseaux ou ailleurs. Ils ont appris, enfin ils ont appris, non, ils ont cette valeur qui est, l'humilité. Parce que justement, ils ont compris que chacun a son avancement, qu'on n'avance pas au même rythme, qu'on n'est pas au même stade, et que ça sert à rien de venir culpabiliser les gens ou de fanfaronner, telle ou telle, chose. Parce que le retour de bâton, il fait mal. Si on veut être accompagné par toi, faut forcément être un auto-entrepreneur? Ouais, 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 On ouais. peut pas être un freelance? Ouais, un freelance, non, peut-être pas. On peut, à partir du moment où tu as un numéro de SIRET, j'ai envie de te dire, tu peux. Parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont en entreprise complémentaire. Tu vois. À partir du moment où c'est que tu as un business, moi je peux t'aider, peu importe le domaine. Et ces freelances, enfin, ceux qui sont en entreprise complémentaire, ils te demandent de quel type d'accompagnement? Vraiment sur la partie auto-entrepreneuriale ou aussi sur la partie freelance? Alors vraiment sur la partie entrepreneuriale, parce que leur but, souvent quand tu es en complémentaire, c'est de pouvoir générer assez d'argent pour pouvoir quitter après ton emploi de salarié. Quoique j'en ai, qui continuent à vivre comme ça parce que ça leur fait kiffer, et tant mieux, tu vois? Et il y a pas de bonne ou mauvaise, façon de faire, donc chacun, à partir du moment où c'est que tu es heureux dans ta vie, moi ça ne me dérange pas. Mais vraiment, ouais, j'aide les entrepreneurs, peu importe ton statut, peu importe ton domaine, hein. Moi j'ai des clients, c'est des personnes qui font des bougies, d'autres, qui vendent des fringues, j'ai des personnes qui, sont, CM, d'autres qui sont assistantes virtuelles, j'ai des, ingénieurs pédagogiques, j'ai des éducateurs, j'ai énormément de j'ai un panel énorme de clients, tous divers, et variés. C'est ça qui est vraiment, vraiment cool. Donc ouais, à partir du moment où c'est que tu es entrepreneur, je peux t'aider. Pas de problème.
Si on veut te contacter, c'est sur LinkedIn? Oui, sur LinkedIn, sur Insta, par mail, venez, Marina Mallet? sur LinkedIn, c'est Marina Mallet Ecastrea parce que mon entreprise s'appelle, Ecastrea. Sur, Ça veut dire quoi Instagram Ecastrea d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. oui, ah bah, tu vois, Ah tu l'as ouais, déjà cette j'aimerais bien que tu question. lèves, Voilà. bah, en plus, j'étais en train de me dire: «Ah, faut que je lui demande, ça veut dire quoi Ah, Ecastrea?» j'aurais dû poser cette question. Alors, qu'est-ce que c'est Ecastrea? En fait, c'est un mix entre, Hécate, la déesse de la justice, et Astrée, la déesse de la protection. Et comme mon prénom se termine par un A, bah, en fait, j'ai mixé et j'ai rajouté un A à la fin. Voilà. Donc on peut deviner que, tu as une valeur de justice, très Ouais. prononcée et une envie de protéger les gens ou en tout cas de les aider, très forte. Exactement, ouais. Donc Ah moi je trouve ça bien pour une coach, bien vu, bien vu. c'est mieux, tu vois? C'est toujours mieux, en tout cas, de vouloir, aider et de combattre, l'injustice, tu vois? Donc ouais, voilà pourquoi Ecastrea. Alors je sais Qu'est-ce que que tu trouves injuste? dans la vie, Ouais. oh là là, Ou dans ton business, tu vois? Je sais pas, quand tu accompagnes des personnes, des entrepreneurs, est-ce que y a des fois, tu es pas frustré, tu vois pas une injustice ou beh, si on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que, parfois ce sont ceux qui vendent de la merde qui sont, glorifiés, et ceux qui font vraiment du bon travail, bah, eux ne sont pas assez mis, en avant, et ça, je trouve ça injuste, vraiment. C'est un truc qui me c'est pas ouais, c'est vrai, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste. Ça me ouais, ça me fout la rage, en fait, parce que, ils sont, parfois, écrasés, par des bulldozers, et nous, enfin, moi, je m'inclus dedans parce que j'en récupère quand même pas mal, et dans d'autres, secteurs d'activité, j'ai des potes entrepreneurs pareils. Souvent, on ramasse les pots cassés, en fait. Des personnes qui ont été accompagnées par ces, pseudo bulldozers, du bullshit là, et qui se sont fait vraiment, mais broyer, et j'utilise vraiment ce terme-là à bon escient. Ils sont, mais broyés, ruinés, souvent malheureusement, et c'est très compliqué, pour eux, et moi je les félicite toujours d'avoir cette envie de continuer à faire confiance, parce qu'une fois que tu t'es fait arnaquer et que tu t'es fait vraiment, mais ouais, dépouiller, ce terme-là, c'est compliqué après de vouloir refaire confiance à quelqu'un. Et moi je les félicite toujours de garder cette lueur d'espoir, en fait, de se dire, ben, tout le monde n'est pas, des gros enculés. Et après c'est hyper frustrant quand tu vois des personnes qui ont été, ouais, dépouillées comme ça, et qui ont été dépouillées aussi de leur argent, et qui ne peuvent plus investir après dans des accompagnements, ou des services qui pourraient les aider, et c'est hyper frustrant, que ça soit pour moi ou pour d'autres personnes, comme je disais, qui récupèrent les pots cassés dans d'autres domaines, hein, des créateurs de sites web ou quoi que ce soit. Parce que finalement, nous, on peut pas totalement les aider parce qu'on peut pas faire de bénévolat non plus, et donc tu as aussi cette notion de frustration de laisser quelqu'un qui s'est fait arnaquer un peu sur le carreau, parce que, bah, toi, tu peux pas non plus, tu pas l'abbé Pierre, tu vois? Et faut bien que tu puisses vivre de ton activité, et parfois c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir les aider comme tu aurais aimé, le faire, au maximum. Donc tu continues à donner des petits conseils, et cetera, et cetera. Mais tu es obligé quand même de mettre, une limite pour pas tomber dans l'excès, non plus, quoi. eh ben, merci pour tout ça. Franchement, c'était hyper intéressant. Bah, avec grand plaisir. J'espère que c'est pas parti dans tous les sens et que les gens vont comprendre, là où on a voulu, les emmener. Franchement, pour un cerveau qui part dans tous les sens, tu es resté, bien dans la Eh, ligne. des années de pratique, parce que tu imagines, sinon c'est l'enfer. Est-ce que tu as pensé à ta to-do list de courses pendant qu'on échangeait ensemble? Non, parce que je suis une anti to do list, mais j'ai Ah! ouais. Alors comment tu fais pour t'organiser du coup? Ah bah, justement, tu sais, on parlait de enfin tout à l'heure, je t'expliquais la notion de temps. En fait, moi je connais mes tâches à faire sur la semaine, et en fait, je m'en fous royalement qu'elles soient faites le lundi à 14h ou le jeudi à 16h30. Tant qu'à la fin de la semaine, c'est fait, pas de problème. C'est-à-dire que tu as pas la notion de délai ou de priorité, Ah si, si! d'urgence, Ah si, justement! Bah, justement, en ayant des tâches à la semaine, t'inquiète que tu priorises beaucoup plus qu'avec ta to do list à rallonge, où finalement, à la fin de la journée, tu as culpabilisé parce que tu as pas fait les 3 quarts.
Et moi, tous les entrepreneurs que je conseille à utiliser des to-do list, si tu veux garder cette phrase-là, à la semaine, bah, ils s'en sortent vachement mieux, ils sont beaucoup moins stressés, beaucoup plus sereins et beaucoup plus organisés. Ah, c'est un bon tips. Parce que moi, pour le coup, c'est des to-do list à la journée. Moi, c'est à la semaine. Je sais très bien qu'il faut que je fasse ça, 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 ça. À la fin de la semaine, c'est fait. Mais très sincèrement, tu t'en fous si t'as pas envoyé ce mail-là à 14h. Tant qu'il a été envoyé dans la semaine, c'est bon. Mais ça ne t'empêche pas, justement, de respecter des deadlines. Parce que, justement, tu auras plus de temps pour faire le travail consacré. Donc, faites des to-do list à la semaine et pas à la journée. Ou alors, faites des anti-to-do list. C'est-à-dire que vous ne faites pas votre to-do list le matin. Vous faites votre to-do list le soir en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et hop, vous listez tout ce que vous avez fait sur la journée. Vous allez voir que c'est beaucoup moins culpabilisant et que sur une journée, bah, on en fait des trucs. Hein. Je vais essayer ça, l'anti-to-do list, je te dirai. Ouais. Dis-moi, dis-moi. Eh ben, merci beaucoup, Marina. Bah, avec grand plaisir. Ça t'a plu? Ouais, grave, quand tu veux, pour qu'on repapote